الزول في اللوان نطونا ما ينوث نكريتي كان نكذب داكل كمال باغين انسعو السكين يوث نفقيث اغدي مسلاين غفين في ضغون ذي ثما يكين طملات السمان الماس المويا نويون لدغا اين يشدن غل من نوع كيجر لإسرائيل فلسطين سكن ديان سكي بكواثي زواني سي إيران ثلول دوك سكواس اللي غاود سين الوقوغ نقبل أتفذو ثاكي غولا إيران دي الساعة وتسبعين النووي نكذ كامل لامبارين يك أين يشدن أثبت كثير ديما لا ذي شوال السينير مسا موندانا جافان الزلفلام بونجور مدام موندانا Arzoul, bonjour. صلاة النار سينير الزول كمان أزول رشيد أزولي تنبيت نغ موندانا أزولي كان ديتولا كمال مولا شاغلي في كتشينير أهاف كجر تفضل سكسيني Voilà, donc on va dire donc bonjour, bonsoir Mondana. Donc alors ma première question, c'est juste pour mettre nos téléspectateurs dans le contexte afin de d'aborder notre entrevue. Euh, on aimerait bien nous mettre dans le contexte justement de la révolution iranienne. Et qu'est-ce qui a amené le peuple iranien à se révolter en 79 et mettre en place une république islamique et destituer le Shah qui était au pouvoir à l'époque? Oui, merci beaucoup pour cette question intéressante. En fait, moi, je vais commencer aujourd'hui à partir de 1963, la Révolution blanche, qui était une série de réformes imposées autoritaires et très extrêmes à une société qui était quand même une société traditionnelle, assez religieuse de la part de Shah, où il n'a pas considéré les valeurs culturelles et il n'a pas adapté son approche à la société. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défait par ses réformes, surtout la réforme agraire, la structure socio-économique de la société iranienne, qui a fait en sorte qu'il a produit, en fait, il a créé une machine à la production des prolétaires. Alors, ces prolétaires-là, ils sont devenus comme les soldats futurs des communistes, des islamo-gauchistes, des communistes islamistes qui ont embarqué dans le processus de la révolution. D'une part, parce que jusqu'à 1963, le Shah avait juste un front d'opposition qui était les communistes, qui étaient les gens de la gauche. Mais avec sa révolution blanche, il a ajouté un autre front beaucoup plus grand à sa opposition. Puis ça, c'était la communauté des religieux, les en fait, des personnes qui avaient à cœur les valeurs islamiques. Pourquoi? Parce que il a réformé les droits accordés aux femmes. Les femmes, sans qu'ils revendiquent, sans qu'elles pensent à ces choses-là, et ils ont eu d'un claquement de doigts le droit de vote, le droit d'études, de travail, intégration corporelle, vestimentaire, avoir le droit de divorce, garde de l'enfant, et toutes ces choses-là, surtout avec la présence médiatique des femmes iraniennes avec une apparence, parure très, très occidentale, dans les médias, il a enragé, en fait, les ayatollahs qui donnaient des rendez-vous hebdomadaires après la prière de vendredi à tous les soirs, à tous les semaines, qui a fait en sorte qu'il y a à l'intérieur d'un pays, au niveau national, il a commencé à faire la révolte chez les gens. Mais il y a aussi certains éléments extérieurs au niveau international qui ont été très déterminants pour la révolution, puisque présentement, les gens
Ils sont peut-être 100 millions de fois plus insatisfaits de ce régime-là. Ils révoltent beaucoup, ça fait des années, mais puisque les pays, les puissances mondiales, que ce soit la Chine, que ce soit Poutine, que ce soit même la France ou les démocrates américains, ils supportent le régime, alors il est toujours au pouvoir. Euh, il y a plusieurs facteurs qui sont importants à étudier dans la révolution, mais comme je vous dis, ces deux volets-là sont les volets les plus importants. Ces relations internationales qui manquaient beaucoup de diplomatie. En fait, ce que Shah il faisait, il avait beaucoup d'ambition pour son peuple, mais il n'y avait aucune considération pour ces relations internationales. Et à un moment donné, il a commencé à se mettre à côté de mouvements nationalistes arabes, qui était un mouvement nationaliste, mais qui était laïque, alors qui n'a pas été, en fait, n'a pas plu aux puissances mondiales non plus. Fait que c'est ça, comme je vous dis, c'est les facteurs sont multiples, autant au niveau international que dans le pays, mais grosso modo, on peut dire que c'était la question du prix de pétrole, c'était la question de faire une guerre avec Saddam pour l'affaiblir, parce que Saddam était un grand, en fait, l'ennemi pour l'Israël, ce que Shah n'a pas accepté, mais Khomeini a accepté la fête. Et en même temps, il a utilisé la cause du conflit palestino-israélien pour former un front solidaire pour la première fois dans l'histoire des musulmans avec les chiites et les sunnites. Vous voyez? Alors, on sait que surtout depuis le printemps arabe, on sait qu'il y a plus de solidarité. Surtout les Iraniens, l'Iran est le seul pays qui est majoritairement chiite. Et bon, on a vu à partir du 7 octobre, tous les médias, que ce soit médias sociaux, que ce soit les télés israéliens, ils ont été remplis de messages de dénonciation de la part des Iraniens parce que justement, ils se retrouvent dans la même situation qui ont été traités un peu depuis 14 siècles, au même type de comportement. Alors, je passe à la deuxième question. On aimerait savoir, donc, selon vous, pourquoi la République islamique des ayatollahs résiste encore? Quelle stratégie utiliser pour empêcher justement toute révolte en vue d'instaurer un régime démocratique en Iran? Juste pour rappeler, pendant la révolution iranienne, on sait qu'il y a eu une alliance, on peut dire, de la gauche, les marxistes et même des islamistes. Mais une fois qu'arrivés au pouvoir, on sait ce qui s'est passé. Ils ont éliminé toute opposition. Donc déjà, en dehors d'élimination des communistes, des marxistes et de ceux qui défendent, on va dire, l'instauration d'un État libre, démocratique, ils étaient tous, on va dire, éliminés ou poussés à l'exil. Alors, on aimerait bien savoir, justement, nous rappeler un peu de ça et d'évoquer pourquoi, on va dire, la République islamique iranienne tient jusqu'à présent, même si on a vu ces derniers temps quelques révoltes, mais toujours ça reste, on va dire, une dictature religieuse. Ouais. En fait, autant que à son avènement de ce régime-là et autant à sa survie, il y a beaucoup de questions du support de la part des puissances mondiales qui sont envoyées en fait à ce régime-là, qui fait en sorte que malgré toute la pression que le peuple y vive à l'intérieur, au niveau diplomatique, au niveau international, c'est politique internationale, il arrive toujours à faire en sorte que il y a des genres de pactes entre les grandes puissances qu'au bout de ligne, ils trouvent que ça sera mieux
d'avoir ce régime-là, en fait, que ce soit les Européens, que ce soit les démocrates américains, que ce soit Poutine, que ce soit la Chine, de préserver ce régime-là. Pourquoi? Parce que vous le savez que 25 à 30% du pétrole du monde, il passe de détroit de Hormuz. En fait, tout le pétrole qui est produit par l'Arabie saoudite, Koweït, Irak, Iran, il passe par une petite détroit de Hormuz qui est sous le contrôle du régime iranien. Et dès que les pressions sur le régime montent, le régime y met la menace que je vais fermer le détroit Hormuz. Ça, c'est quelque chose. On voit que dès que ça arrive, une petite affaire, il y a beaucoup de conséquences au niveau du prix de pétrole qui va être imposé sur les Occidentaux, ce qu'ils veulent pas. Deuxièmement, l'Iran, quand même, est rendu comme une genre de, en arabe, on l'appelle af'i. Vous le savez, un grand serpent qui a des tentacules partout. Alors, il dépense sa richesse pour avoir certains contrôles sur les groupes islamiques dans tous les pays de la région, qui donne cette impression-là aux Occidentaux que si on enlève un régime comme le régime iranien, là, ça va être chaos partout. Pourquoi? Parce que dans l'identité islamiste, la guerre, il fait partie de l'existence. Si vous regardez un peu l'histoire de l'islam, la guerre et l'identité, l'État islamiste sont vraiment interreliés. Khomeini a une phrase très célèbre qu'il dit « La guerre est une bénédiction d'Allah ». Alors, il dit « L'arbre de la révolution, l'arbre de l'islam est arrosé par le sang ». Alors, c'est une façon, pourquoi? Parce que il faut pas oublier que quand même au niveau de l'esprit collectif, au niveau de l'esprit du peuple, les gens dans ces régions-là, ils ont été toujours dans les types d'États autoritaires, totalitaires, absolutistes. Ils n'ont pas vraiment une culture démocratique, respect pour la différence, tout ça. Fait que pour pouvoir garder le peuple dans l'État autoritaire, totalitaire, absolutiste, il faut que le peuple soit en guerre permanente. Alors, nous, l'Iran, depuis la révolution, on est de façon permanente, on est en guerre. C'est sûr que les 10 premières années, ça a vraiment touché le pays d'Iran. On a eu la guerre avec l'Irak, qui a été provoquée par Khomeini parce qu'il l'avait avant à Neufeld-le-Château. Il a reçu 40 millions de dollars de la part de Jimmy Carter et il avait promis qui va provoquer une guerre avec Saddam pour l'affaiblir. Puis si vous voyez un peu les articles, puis toute la littérature dans le monde occidental, toujours le figure qui est sorti vainqueur, c'est Khomeini. C'est jamais Saddam. Vous voyez? Alors, les premiers 10 ans, c'était la guerre. L'Iran était directement, en fait, dans ce conflit-là. Mais depuis les années 90, là, c'est la guerre dans tous les pays. D'ailleurs, on sait qu'en Algérie, ce qui est arrivé dans les années 90 a été, en fait, sous la formation de l'armée Quds, la branche du corps, on appelle ça le corps des gardiens de révolution islamique, qui envoie du monde, des missionnaires partout dans les pays islamiques, même en Arabie saoudite, qui vont former, endoctriner au niveau idéologique, former au niveau paramilitaire, donner des idées pour que ces groupes-là, ils commencent à faire, en fait, des problématiques là dans les pays arabes puis vous le savez, au Liban, au Palestine aussi, en Syrie, la guerre qui était entre la Syrie et son propre peuple,
c'était la guerre de proxy entre les chiites et les sunnites. C'était la guerre qui était Bachar Assad d'un côté avec Poutine puis Khamenei, puis de l'autre côté, c'était le peuple syrien. Fait que dans le Yémen, les Houthis de Yémen, ils ont été formés, ils ont été financés, ils ont été militarisés par le gouvernement islamique en Irak. On sait qu'est-ce qui se passe en Palestine, au Liban, en Syrie, en Amérique du Sud. C'est incroyable. Parce que si vous regardez un peu l'ONU, là, qu'est-ce qui s'est passé les derniers jours, quand c'était arrivé la dénonciation, en fait, la dénonciation de riposte des Israéliens, même les pays arabes, ils l'ont pas supporté. Mais qui les a supportés à l'Union, à Nations Unies? C'était tous les pays de l'Amérique du Sud. Alors, pourquoi? Parce que ça fait 45 ans que l'Iran est en train de dépenser beaucoup d'argent dans ces pays-là au niveau d'infrastructures, au niveau d'endoctrinement, au niveau des forces paramilitaires pour avoir en fait des tentacules partout. Et malheureusement, on voit qu'il y a certains mouvements islamistes qui ont commencé à compter beaucoup plus sur leurs frères de Venezuela, des pays de l'Amérique latine. Fait En tout cas, donc, que, si on a synthétisé, donc, on pourrait comprendre que ce maintien-là, c'est plus pour des, on va dire, des facteurs exogènes, c'est plus extérieur, il y a des intérêts et créer justement la guerre, l'ennemi extérieur pour pouvoir maintenir la cohésion intérieure. Ma troisième question, toujours en relation avec, on va dire, la révolte, mais cette fois-ci, c'est par rapport aux femmes. Donc, à travers cette révolte des femmes contre le hijab, donc le voile islamique, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces situations, notamment suite à l'assassinat de certaines femmes qui ont refusé de mettre justement le hijab? Est-ce que vous pensez que le mouvement de ces femmes dignes vont faire aboutir le combat afin d'abattre la dictature religieuse ou qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la situation? Comment vous oui. voyez l'évolution de la situation et comment vous analysez justement cette révolte des femmes? Est-ce que ce sont des signes qui disent que il n'est pas question à long terme, on va dire, de maintenir éternellement cette république religieuse? Euh, bon, d'abord, par rapport aux femmes, si vous regardez un peu l'histoire de l'humanité, les femmes ils ont été toujours très constants et très cohérents pour arriver à leur objectif, même si leur objectif a été très, très durement inaccessible. L'exemple le plus hallucinant, c'est le changement de constitution américain qui interdisait en fait la consommation de l'alcool, qu'on l'appelle la loi de prohibition aux États-Unis. Ça a pris 80 ans de guerre pour les femmes d'en arriver. Puis vous regardez toute l'histoire, ça a été toujours comme ça. Et ça, c'est, en fait, la révolution de Mahsa Amini, c'est un commencement qui va mettre le régime, le régime est déjà dans une chute libre depuis un an. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que les rébellions, ça vient pour une raison religieuse. C'est pas des raisons économiques. Les autres fois, ça fait 45 ans qu'on a des manifestations, mais c'était toujours des raisons économiques. Mais cette fois-ci, c'est le rejet total de la misogynie islamiste en Iran. Alors, c'est beau de voir que même les jeunes hommes, les hommes sont à côté des femmes parce que traditionnellement, ce régime-là avait toujours des campagnes de propagande que nous, on avantage. On donne des privilèges aux hommes pour qui vit en fait au niveau comme supérieur. Ils diminuent les femmes au niveau des esclaves. Alors, ils pensaient que en divisant
il va continuer à régner pour les siècles. Mais maintenant, on voit que les hommes sont à côté des femmes dans cet combat contre la misogynie islamiste. Fait que moi, je crois que cette fois-ci, c'est très, très différent. Et cette fois-ci, on voit que, on dirait les jeunes, les filles, ils ont plus rien à perdre. Ils sont tués, même, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 semaines, une autre fille de 16 ans qui a été encore tuée par la police de Mars à métro de Téhéran. Alors, il y a eu des mesures très, très extrêmes. Maintenant, la violence est rendue vraiment à un niveau super extrême. Puis justement, c'est une signe qu'on est rentré dans la dernière phase du dictature. Parce que quand ça commence à vraiment de vouloir garder le pouvoir à n'importe quel prix, c'est ça qui arrive. On sait qu'il y a beaucoup de surveillance sur les médias. Les médias sont des médias absolument contrôlés, mais c'est rendu qu'il y a des gens du régime qui vont venir à la télé puis qui vont critiquer certains politiques. Fait que moi, je crois que on est sur un bon chemin. Euh, les jeunes Iraniens à l'intérieur de l'Iran, ils sont en train de travailler très, très bien. La seule chose, c'est que malheureusement, au niveau international, au niveau des pays comme surtout les démocrates américains, surtout les Français, les Britanniques, la Russie, la Chine, aux autres, ils ont beaucoup d'intérêt avec la République islamique en Iran. Alors, pour eux autres, c'est vraiment très difficile. Pourquoi? Parce qu'après le changement de régime, on va avoir un régime laïque. On va plus dépenser notre argent pour acheter des armes américaines, pour donner aux groupes terroristes. Vous pensez que les armes, ça vient d'où? On achète des armes américaines, puis on les vend, même si c'est de façon, ils disent que c'est des sanctions, et ça se fait de façon illégale très facilement. Vous voyez les drones qui ont été vendus de la part de l'Iran à la Russie pour attaquer l'Ukraine sont des drones canadiens. C'est beau, hein? C'est de toute beauté. Alors, il y a une dynamique de l'économie de la guerre aussi qui génère beaucoup d'argent pour les Occidentaux. Et les Iraniens, ils arrivent à très bien gérer quand même au niveau international de faire tourner la route de la guerre, de créer une consommation des armes et aussi l'affaire, c'est que les Occidentaux, ils sont arrivés à une conclusion. Ils disent ce genre-là, ils s'identifient en, en étant dans une phase de guerre. Ils ont besoin de s'entretuer. C'est leur histoire, c'est leur identité, c'est leur vie. Ils connaissent pas d'autre chose. Alors, laissons-les de s'entretuer entre eux plutôt que s'ils sont en paix avec eux autres, là, ils vont commencer à nous attaquer, nous. Fait que c'est tout ça demande un peu plus de réflexion au niveau collectif dans nos pays, par nos peuples, pour arriver à ce point-là que collectivement, on n'accepte plus ce genre de dynamique. Collectivement, on va revoir comment on interagit avec le monde extérieur et aussi on va revoir nos valeurs culturelles, nos valeurs islamiques. Merci, Mandana, pour toutes ces clarifications. Moi, j'aimerais bien poser une question par rapport à l'islamisme, justement. Que pensez-vous de l'islamisme, que ce soit dans le monde des arabo-musulmans ou ailleurs, en Occident, qui touche, même l'Occident, il touche actuellement. Ma question, représente-t-il, selon vous, une menace planétaire? Ne trouvez-vous pas que l'Occident est naïf en sous-estimant cette problématique qui risque de déstabiliser, voire même dérégler le monde, pour reprendre l'expression de l'écrivain franco-libanais Amin Malouf?
Oh my God, je dois vous avouer que j'ai écrit un livre que je vais envoyer bientôt en publication juste sur ce sujet-là. Puis particulièrement, je traite en fait le cas du Québec, mais c'est une énorme question. Les Occidentaux, ils sont pas juste naïfs, mais des idiots. Ou je veux pas généraliser de dire que tout le monde sont comme ça, mais malheureusement, j'ai l'impression ils ne comprennent pas, au moins il y en a beaucoup qui ne comprennent pas encore, qu'il y a des intérêts très interreliés entre l'extrême droite occidentale et les islamistes. Et ils se nourrissent, ils s'alimentent entre eux. Alors, la façon de contrer l'islamisme, surtout avec le multiculturalisme de M. Charles Taylor ici au Canada, ou de façon qu'on voit maintenant avec M. Mélenchon là en France, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils veulent juste arriver au pouvoir. Ils veulent aller chercher des votes. Et même si on les appelle, comme Madame Hale disait, il disait, même si nous, on les appelle des idiots utiles, c'est aux autres qui prennent les musulmans en Occident pour des idiots utiles parce qu'ils veulent aller chercher le pouvoir par les votes des musulmans. Ils veulent leur plaire. Alors, ils commencent à faire du clientélisme, de faire des campagnes de promotion du hijab ici au Québec. C'est incroyable. Ou de toutes ces valeurs-là au nom de multiculturalisme canadien. Puis d'ailleurs, on voit que ce modèle d'intégration a été implanté depuis longtemps dans les pays anglo-saxons européens comme en Allemagne, comme dans les pays scandinaves. Madame Angela Merkel, ça fait 10 ans, il a dit l'utilisation de ce modèle d'intégration était un des plus grands erreurs dans l'histoire d'un pays comme l'Allemagne. Et euh, les, je sais pas, au moins je peux vous dire que les Canadiens, surtout les libéraux et toutes les partis qui sont à gauche, ils prennent le multiculturalisme. Des fois, je pense peut-être parce qu'ils ont beaucoup peur des islamistes. Ils essaient de se racheter en leur donnant plus de place. Des fois, je pense peut-être parce qu'ils le voient comme des gens imbéciles, pas assez intelligents, ce qui est très dangereux parce qu'on sait que les islamistes sont très, très intelligents. Puis des fois, aussi, je pense qu'aux autres, ils pensent, si ça arrive un jour, ils vont nous épargner parce qu'on était de leur camp. Moi, je ne vois pas d'autres comme explication. Entre-temps, ils vont avoir le pouvoir parce que quand je vois les photos de Justin Trudeau à la mosquée, le lendemain du jour qu'il avait dénoncé les attaques de Hamas, dans un mosquée de Toronto, qui est allé s'excuser auprès des leaders de la communauté musulmane. Ah, regardez, je m'excuse, là. J'étais obligée parce que si je dénonce pas politiquement, ça passe pas. C'était quoi ça? Je dis pas qu'il a dit ça, là, vous comprenez? Mais quand, au niveau médiatique, vous voyez les photos, c'est inacceptable. Et là, je vais vous partager une prédiction. Peut-être qu'un jour, vous allez dire c'est la prophétie de Mandana Javan. C'est que si un jour c'est la question de l'indépendance du Québec, ça va jouer sur la question de l'islamisme. Et ça, c'est un message à tous les libéraux, que ça soit fédéral et provincial, parce qu'à un moment donné, s'ils ne revoient pas leur modèle de multiculturalisme, s'ils ne laissent pas à côté leur support envers les islamistes, moi, je ne crois pas que le peuple québécois, ils vont continuer à les supporter. Je ne vois pas ça. Je ne sens pas ça parce que, contrairement à Ontario, contrairement à Saskatchewan, qui sont plein des musulmans, Bangladesh, Pakistan, Afghans, Iraniens, qui n'ont pas vraiment beaucoup de peuples autochtones. Au Québec, on est 8 millions et demi et on est 7 millions et demi
d'origine québécoise de souche. Vous voyez? Fait que, qui fait en sorte que, veut pas, le Québec, sur son cheminement d'évolution, à un moment donné, il veut dire, nous, on peut pas accepter d'avoir quelqu'un comme Madame Amira El-Gabouabi qui va faire des conférences, qui va nous montrer de doigts comme des islamophobes, comme des racistes. Ça ne passera pas. Alors, ça fait des années que j'écoute les politiciens, surtout en France, que je vois, des fois, c'est hallucinant. Il y a des scientifiques, il y a des universitaires en France qui croient que l'islamo-gauchisme n'existe même pas, qui disent que l'islamo-gauchisme n'est même pas quelque chose de scientifique. Tandis que juste en Iran, on peut faire une historique de tous les événements qui expliquent la formation de l'islamo-gauchisme chiite en Iran. De même façon, on peut le faire en Europe. Fait que, je sais pas pourquoi les idiots utiles essaient de minimiser ces effets-là. Peut-être parce qu'ils connaissent pas assez la culture des Arabes, des musulmans. Puis, je vois beaucoup, en fait, la trace des valeurs de vision christianisme dans ce genre d'approche. Alors, ils ne réalisent pas que c'est deux mondes complètement différents. Christianisme, majoritairement, c'est une religion qui est basée sur la spiritualité et la moralité. Tandis que l'islam est basé sur l'État, sur la politique. Peut-être 15 à 25%, ils traitent tout ce qui est spirituel, la moralité, la bonté, tout ça. Mais quand vous regardez le Coran, c'est une constitution. C'est une constitution qui traite les finances publiques, les aspects militaires, juridiques, politique internationale. Tout est déjà abordé. Fait que ce qui va renforcer les islamistes en Occident, c'est la silence, c'est la manque d'action, c'est de ne pas planifier de façon proactive et de prendre des mesures proactives. On a déjà l'expérience de l'Europe, on a déjà l'expérience de France. Qu'est-ce qu'on attend? Ça fait déjà 10-15 ans que Angela Merkel, que les pays scandinaves, ils ont dénoncé le modèle de multiculturalisme. Puis Monsieur Justin Trudeau, depuis qu'il est au pouvoir, il fait que il force et il force et il enforce et il essaie de faire des campagnes de publicité pour ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce pour le mois historique islamique au Canada. Est-ce que vous l'avez vu, l'annonce? C'est inacceptable. Il a créé, avec l'argent des contribuables, un mois sur 12 mois qui va être consacré de la part du gouvernement canadien à la promotion de la culture islamique au Canada. Ce modèle de multiculturalisme qui veut donner des identités comme t'es une musulmane, si tu portes pas le hijab, moi, je te considère pas comme une musulmane. Un musulman, il faut qu'il porte le hijab. Et si tu portes pas le hijab, t'as pas le même droit que la femme qui porte le hijab. C'est ça au bout de lui. Fait que, Je pense que c'est un peu, est-ce que vous ne considérez pas sur un pop psychanalytique, c'est un peu la haine de soi. J'ai l'impression, c'est comme si les dont même ici au Québec, tout ça, on n'invite pas les gens, les femmes, les hommes ou les femmes qui développent un discours laïque, moderniste, tout ça, c'est comme si ils ont affaire à eux-mêmes. Ils veulent quelqu'un de mystérieux, quelqu'un de mystique. C'est comme s'ils voient le musulman, justement avec une certaine tenue, avec un certain discours, c'est un peu exotique. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a la haine de soi quelque part. C'est-à-dire, si on veut l'analyser sur un plan je analytique. crois, oui, je crois que ça pourrait être tout à fait ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là, ils se développent au niveau intellectuel.
Ils veulent juste avoir leur vote facile pour le pouvoir. Pourquoi investir plus? Pourquoi aller faire des organismes à but non lucratif qui va tout expliquer à ces gens-là, qui va dire pourquoi ici les droits des femmes et des hommes est égalitaire? Pourquoi ici, comme en Angleterre, on ne peut pas avoir des Sharia Council? Pourquoi ici, il n'y a jamais ce genre d'initiative de la part de la gauche, que ce soit la gauche fédérale, que ce soit la gauche provinciale. Ils veulent les garder, les musulmans, dans leur coquille avec les imams, grand batch des votes en totalité, sans investir plus que ça. Oui, effectivement, le Canada, depuis 2007, il a proclamé le mois d'octobre comme étant le mois canadien de l'histoire islamique. Il a été adopté par le Parlement canadien. Ce mois, d'après le Patrimoine Canada, reconnaît l'important rôle que jouent les communautés musulmanes dans la société canadienne et souligne leur contribution extraordinaire. Ça, c'est pour un rappel. Voilà. Oui, je m'excuse, je vais juste mentionner parce que j'aimerais que les gens qui nous écoutent, s'ils veulent faire des recherches sur ces points-là, c'est important. Plus qu'on devient sensibilisé, plus on va avoir une idée claire de ce qui se passe aux alentours. Regardez, il y a été un comité parlementaire qui a été créé au début je l'appelle la reine de M. Trudeau, qui se penchait sur ce que la communauté musulmane il aimerait avoir. Les gens qui se présentent dans ce genre de comité, de la part des musulmans, sont toujours autoproclamés. Alors, ce sont des islamistes qui sont financés par certains gouvernements. Dans ce cas-là, avec Mme El Ghawabi, on sait qu'elle est wahhabite, hein? Avec certains gouvernements. Et ces gens-là, surtout Conseil national des musulmans du Canada, ils font des lobbying à un niveau très, très élevé. Alors, ils ont fait un rapport, je peux vous envoyer le rapport, c'est très important de regarder cet rapport-là, puis de voir l'ampleur et la profondeur de cette catastrophe qui pourrait arriver au Canada. Et il y a des choses, et c'est un rapport que le comité demande que le gouvernement canadien il donne des privilèges à ceux qui se déclarent comme islamistes. C'est incroyable. Ça peut pas passer dans l'Occident comme ça, mais d'ailleurs, et ça s'est passé. Puis c'est ce rapport-là qui recommande Mme Amira El Ghawabi pour la direction d'une organisation gouvernementale sous sous le pouvoir direct de M. Trudeau. OK? Qui a un budget de près de 6 millions de dollars par année. Cette madame-là, elle a étudié en journalisme, mais présentement, elle est payée 196 000 dollars par année. Parce que c'est la directrice de ce qu'on appelle, en fait, on va combattre l'islamophobie. Alors, cette madame-là, il faut aller voir toute son historique. Et là, ce comité-là, maintenant, il y a un autre comité sénatorial qui a été encore fondé par une madame sénateur d'origine pakistanaise qui fait encore la même chose, puis qui est sortie hier dans les journaux. Fait que on peut pas passer comme citoyen, on a une grande responsabilité, puis il faut sensibiliser, il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe là à ce niveau-là. L'avant-dernière question, Madame Mondana, donc la relation directe avec le sujet d'actualité, c'est le conflit israélo-Hamas principalement, même si on peut parler du conflit israélo-palestinien. Donc, autant que ce conflit, nous avons, on a vu la riposte israélienne suite à l'attaque de Hamas du 7 octobre.
donc qui a provoqué une réaction, on va dire, démesurée, disproportionnée de l'armée israélienne. Euh, on aimerait bien savoir votre point de vue par rapport à ça. Et on sait que l'armée israélienne, leur politique disait d'éradiquer le Hamas. Est-ce que réellement il peut l'éradiquer? Ben, même Mm. s'il veut, à part s'il veut viser les chefs, mais autant qu'idéologie, on ne peut pas assassiner une idéologie qui elle a des milliards de sponsors. Donc, c'est un peu naïf de leur part de croire qu'on peut éradiquer ce genre d'idéologie par les armes. Donc, on aimerait savoir votre lecture du conflit. Il y a certains même qui veulent la relier à guerre de religion, de civilisation même. Donc, est-ce que vous avez une lecture ou la nécessité, on va dire, de faire appel à d'autres paradigmes pour pouvoir comprendre, on peut dire, la profondeur du conflit? Oui, avant de vous répondre, peut-être j'ai un petit message comme une petite sort pour tous les Arabes et les Palestiniens qui pourraient écouter cette entrevue, juste pour les sensibiliser de regarder quelqu'un comme Khalid Mash'al, c'est un milliardaire en dollars américains. Regardez quelqu'un comme Mahmoud Abbas, dans quel genre de vie il est en train de vivre à Qatar en toute sécurité. Alors, ces gens-là, ils utilisent pour nourrir leur idéologie, comme je vous ai dit, et je répète tout le temps, Vous avez si fait une confusion, Mahmoud la Abbas, elle est en Cisjordanie, en Palestine. Vous voulez Mahmoud Abbas. Vous avez oui, Mahmoud Abbas, c'est le président palestinien. Peut-être vous avez confondu Oh avec non, je Hamas. m'excuse. Non, vous Oui, avez fait la confusion avec l'autre leader. comment? Hanife, Abbas Hanife. Ouais, Hanife. je ne me rappelle pas que de son nom, Ouais, mais c'est ouais. pas Abbas, ça Non, non, c'est c'est pas le président Mahmoud Abbas. Oui, Mahmoud palestinien. Abbas, il Ouais, est à Cisjordanie, puis il est très vieux, c'est vrai. Lui, ouais. il s'appelle Abbas Hanifa et Khalid Mash'al. En fait, ils sont 4-5 des leaders de Hamas qui sont à Qatar. Alors, regardez comment aux autres ils vivent et comment ils utilisent le peuple palestinien comme des boucliers humains afin de nourrir leur arbre idéologique, comme Khomeini disait, par le sang, parce que c'est comme ça que leur idéologie, ça va survivre. Alors, ici, il y a un choix pour le peuple palestinien de voir est-ce qu'ils veulent continuer de telle façon ou pas. Oublions pas que quand ce conflit-là a commencé dans les années 40, c'était un conflit entre l'Occident et l'Union soviétique. Alors, l'Union soviétique qui avait formé une fronde de tous les pays arabes, ça, c'est une idéologie de contrer l'impérialisme. Est-ce que aujourd'hui, après, je sais pas, après 70 ans, après 75 ans, on peut pas passer à d'autres choses? Est-ce qu'il faut toujours revivre cette idéologie-là de faire la guerre avec l'impérialisme qui n'existe plus? Alors, ça, c'est quelque chose à réfléchir. Par rapport à la guerre Hamas-Israël, c'est sûr que personnellement, je suis pas une fan de Netanyahou non plus. Je suis quelqu'un qui s'intéresse quand même à ses politiques, puis je le savais que dernièrement, ça va très mal dans son gouvernement. Il y avait beaucoup de misère. Et la première chose, le vendredi, c'était minuit quand j'ai voyé le 7 octobre, là, quand je voyais les images, la première question qui est venue à ma tête, puis j'en ai pas toujours la réponse, c'est comment cette opération-là n'a pas été su par l'armée israélienne. C'est quasiment impossible. Je peux imaginer que Netanyahou a laissé le faire parce que il voulait riposter, en fait, une réponse militaire comme ça pour renforcer sa position auprès de son gouvernement, mais il pensait jamais
qui va tourner si mal, qui va devenir un 11 septembre pour les Israéliens. Alors, ça, juste pour dire que je suis pas quelqu'un qui peut faire confiance à l'aile d'extrême gauche israélien. Mais de là à dire critiquer les politiques d'un gouvernement, ça ne veut pas dire que, OK, alors, ça nous permet d'être antisémites. Parce que c'est deux choses complètement différentes. On peut critiquer les politiques d'un gouvernement, mais on ne peut pas se donner le droit de dire on va éradiquer un pays de planète. On va parce qu'il y a des versets coraniques qui disent il faut tuer les Juifs. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai pas évolué, je veux tuer les Juifs parce que, vous voyez, ça, c'est une question, puis je pense que le monde arabe est arrivé à ce niveau d'évolution parce que on a vu pendant ce conflit-là, même l'Arabie saoudite euh, et continue toujours ses réunions avec les Israéliens. Le monde arabe n'a pas bougé. On a eu le monde de l'Amérique latine qui dénonçait puis qui était dans les médias, mais le monde arabe, il y en a assez. Puis ça, c'est une preuve pour le peuple palestinien si dans les années 50, 60, 70, à cause des mouvements nationalistes arabes, les Arabes, ils étaient là pour les Palestiniens, puis ils ont mis le Palestine comme le représentant idéologique de cette guerre contre l'impérialisme. Maintenant, c'est fini. Aux autres, ils sont plus là. Alors, ça reste juste le peuple palestinien. Là, ils peuvent choisir vivre dans le même état qu'ils vivent depuis 75 ans ou de se dire c'est assez la violence, la guerre et des gens comme Hamas, c'est assez. Parce qu'au bout de ligne, Hamas, ce sont des Palestiniens, ce sont des hommes palestiniens qui vont aller. On ramène pas de l'Iran, là. Vous voyez? Fait que, à voir. Alors, la dernière question, c'est un peu l'antidote de l'islamisme, c'est la laïcité. Alors, la question que tout le monde se pose chez les démocrates, principalement donc du monde, on va dire du tiers-monde, ou d'une manière générale, par exemple, nous en Afrique du Nord, même en Iran, etc. Donc, la question qui se pose, y a-t-il un espoir, selon vous, de gagner la bataille de la laïcité dans le monde dit arabo-musulman? Ne pensez pas que on doit mettre, on va dire, un arrêt par rapport au concept du monde arabe, qui est un concept est-ce que pour vous, vous ne voyez pas qu'il est créé pour effacer d'autres entités et civilisations, que ce soit perse ou berbère ou en Afrique du Nord? Alors, on aimerait bien savoir donc cette bataille pour la laïcité et, euh, et cette question du concept du monde arabe qui est créé et qui efface les autres Ouais. entités. En fait, je préfère de commencer, même si je peux encore en parler pendant 2 heures, par cette identité, cette arabité, OK? Cette volonté totalitaire, autoritaire de arabiser tout le monde. OK? Je préfère commencer par ça, puis la laïcité, je vais en aborder plus tard. Regardez, euh, euh, pour moi, personnellement, je trouve que la première mouvement colonisateur dans l'histoire d'humanité, même si avant ça, il y a eu beaucoup de guerres entre les tribus, tout ça, puis beaucoup de conquêtes, mais le premier mouvement colonisateur de l'humanité, c'était les conquêtes islamiques. Pourquoi colonisateur? Parce que c'était pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un conquêteur, il voulait effacer la langue, la culture, l'identité précédente de ceux qui ont été conquis pour le remplacer par sa propre identité. Moi, c'est pour ça que quand on parle des Arabes, moi, je fais une distinction entre ce que j'appelle dans ma tête les vrais Arabes,
qui sont des Arabes de l'Arabie saoudite d'aujourd'hui et peut-être un petit peu vers Palestine, Syrie, dans ces coins-là, on peut trouver des vrais Arabes et des Arabes comme les gens de l'Afrique du Nord qui n'étaient pas des Arabes avant, il y a 1400 ans, avant d'arriver la conquête islamiste. Dans quel sens qui n'étaient pas des Arabes? Qu'il y avait peut-être des monothéistes, il y avait des polythéistes, il y avait des différentes cultures, des différentes langues qui vivaient en se respectant ensemble. Alors ça, on peut le voir dans l'histoire, autant en Perse, autant en Syrie, autant dans les différents pays arabes. Il n'avait jamais la question de prosélytisme forcé, arabisation, ni islamisation et réislamisation par les moyens violents. Ça, les premiers colonisateurs violents, ça a été des Arabes, qui a fait en sorte que, malheureusement, peut-être une bonne partie, par exemple en Égypte, je suis certain que les Égyptiens, il y a eu d'autres langues, ils ont eu d'autres écritures aussi dans les autres pays comme Algérie, Maroc, Tunisie. Mais là, ils sont où ces langues-là, ces cultures-là, cette identité-là? Voilà que les gens, ils sont obligés de s'attacher à une identité, puis ça n'en reste plus rien que l'identité islamique. Mais quand même, j'en suis très fière parce qu'en Iran, ça a pris, vous le savez, ça a pris 150 ans la conquête des islamistes en Iran. Hein. Ça n'a pas été facile. Et une des raisons que les Arabes, si vous lisez dans l'histoire, malgré tous les services au niveau de civilisation, au niveau de tout que les Iraniens leur a montré, les Arabes, ils détestaient les Iraniens et ils détestent toujours les Iraniens parce que c'était un peuple qui était intelligent, qui avait eu qui avait eu des États, qui a eu des conquêtes, fait que c'était pas facile d'avoir l'Iran, mais après 1400 ans d'efforts, de violence, de tuerie, de tout ce que vous pouvez imaginer, nous, on n'a pas perdu notre langue. En Iran, on parle toujours farsi et on comprend pas un mot en arabe. On était obligé de changer nos alphabets. Nos alphabets est en arabe, mais vous le savez, je vous dis 80% de toutes nos fêtes sont des fêtes païennes. On les toutes gardées. Ça fait 1400 ans. On n'a jamais oublié nos fêtes païennes. Ce sont des fêtes naturelles, de la nature, qu'on fait toujours. Et puis, ils sont pas, même notre nouvel an n'est pas religieux. Comme le Nowruz. Le Nowruz, c'est notre Exact. Nowruz, c'est le début de la nouvelle an qui est. Puis, on a beaucoup de fêtes païennes. Et je me souviens, quand j'étais petit, nous, on connaissait pas les fêtes religieuses islamiques. C'est les dernières années, les dernières décennies en Iran que, à force de réislamisation, ils sont en train de... Mais l'affaire, c'est que le peuple, l'esprit du peuple n'absorbe pas. Et ce que je suis fière, c'est chez les Berbères, chez les Kabyles, je les ai connus au début quand je suis rentrée au Québec. Ils l'ont préservé, leur langue. Ils l'ont préservé, leur habit, leur culture, leur musique. Et ça, malheureusement, c'est pas vraiment le cas ailleurs en Afrique du Nord. Mais nous, on a fait ça. On a tout préservé. Même, je vous dis, 70-15% des prénoms sont toujours païens. Mon prénom est païen. C'est un prénom il y a 3000 ans. Parce que les Iraniens, ils n'ont pas accepté d'être arabisés. Là, depuis 45 ans, on est forcé d'être arabisé. Et la réislamisation, l'endoctrinement dans les écoles, là, ça n'arrête pas. Mais ça rentre pas parce que le peuple, parce que mes parents, chez nous, là, ils s'inquiétaient. Je revenais de l'école, puis je priais, j'avais peur. Puis mes parents, ils passaient des heures et des heures à m'en parler, que c'est pas vrai, que c'est pas comme ça. Vous voyez? Alors,
d'où ça vient l'importance de créer la culture propre à nous, une culture identitaire qui est pas qui nous dit que en fait les principes islamistes, arabistes, je sais pas, que ça soit la misogynie, que ça soit lapidation, on n'est pas obligé de se. Je dis pas qu'il n'y a pas des beaux côtés, des beaux côtés à l'islam. Il y a la bonté, il y a l'amour, il y a tout ça aussi. Puis je dis justement, l'islam est très très inclusif. Parce que comme n'importe comment que tu es, tu vas trouver une légitimité quelque part pour tes actions. Alors, mais c'est ça. Moi, je trouve que cette identité culturelle-là, c'est très important d'être transmis à nos enfants et qu'on investit là-dessus, qu'on le chérit, puis qu'on le garde. Et pour la Puis, culture de la laïcité, la bataille, comment oui, par oui, rapport à, oui, la laïcité, c'est un de mes, en fait, peut-être j'ai deux chevaux de bataille, puis laïcité, c'est le cœur de toutes mes activités. Ni moi, ni je pense aucun d'autre personne qui travaille pour ces causes-là, on n'a aucun problème avec le concept de la religion elle-même. Il y a des études scientifiques qui démontrent les gens, ils ont besoin d'avoir une religion, puis quand ils ont la religion, ils ont une meilleure qualité de vie. Alors, il y a toujours cette euh, confusion qui a été exploitée énormément avec par les islamistes et par les islamo-gauchistes et par les idiots utiles qui vont mélanger tous ces espaces-là. Ils vont dire, mais c'est la religion. Et c'est vrai que nous, avec l'islam, on n'a pas fait ce que les Européens, ils l'ont fait dans les années de lumière avec le christianisme. Et là, c'est le temps. C'est le temps et le tour de l'islam pour qu'on le met. On dit, bon, islam comme religion, c'est quoi ces balises? Comme religion, comme quelque chose qu'on fait en privé, une relation spirituelle, comme quelque chose qui est des rituels de groupe, qui nous identifie, qui nous, comme aller à la pèlerinage. OK, islam, les pratiques, les traditions, ça, c'est quelque chose. Mais quand il y a une partie qui vient toucher la vie sociale, l'administration publique, politique internationale, au niveau juridique, que ce soit code civil, code criminel, c'est non. Là, parce que on n'est pas dans 1400 ans. Des fois, je dis aux Québécois, si vous lisez le Coran, puis tu réfléchis, my God, il y a 1400 ans, ce livre-là était précieux. Parce que juste regarder le série de Vikings sur Netflix, là, ça fait 800 ans. Vikings, c'est les pays Scandinave. scandinaves, sont des pays scandinaves. C'est la barbarie, c'est la sauvagerie, c'est manque de culture absolue. Mais comment ça se fait que juste après 800 ans, moi, musulman, moi, iranien, avec tel historique de civilisation, je rêve d'aller vivre dans ces pays scandinaves-là parce que ils l'ont laissé à côté tout ce qui est des superstitions et ils ont commencé à valoriser le raisonnement, la pensée raisonnée, ce qui n'est pas encore une culture chez nous. Parce que pour arriver à la démocratie, il faut que chaque individu, il change. Il faut que chaque individu, il prend sa responsabilité. Dans un pays comme l'Iran, là, moi, je connais mon peuple, là, ils sont toujours à la recherche d'une papa. Que ça soit, par exemple, Staline était un papa, Mussolini était un papa, Reza Khan était un papa, Mohamed Reza Khan était un papa, et maintenant, ils cherchent un autre papa qui est le prince héritier. Pourquoi? Parce que moi, comme individu, je veux que prendre de la société.
Je ne veux pas regarder les Québécois, comment ils sont sensibles. Au ce que vous faites, moi, je trouve que les Arabes, ils sont beaucoup plus avancés dans tout ce qui est la côté civile, la vie civile que les Iraniens. Alors, de valoriser ce côté de la vie civile, de responsabiliser les individus, de les sensibiliser, de aussi donner l'espace pour la liberté d'expression. Parce que, en fait, les islamistes, ils sont basés sur deux principes, la misogynie et restreindre la liberté d'expression. Avec la laïcité, on peut protéger en fait tout ce qui est la misogynie parce que la base principale de l'islamisme, c'est la misogynie. Parce qu'il désamorce la moitié de la société et il le vend sexuellement à l'autre moitié. D'où la nécessité, par exemple, de mener le combat de la laïcité de l'État à côté la sécularisation de la société. Exact. Parce que le processus de sécularisation aussi participe à on va dire, à cette réflexion rationnelle des citoyens pour justement de plus en plus détacher ce qui peut relever des choses mythiques ou religieuses, spirituelles, de la vie rationnelle. C'est-à-dire justement d'où la révolution des Lumières à travers les grands encyclopédistes, etc. Ils ont pu participer dans cette formation-là du citoyen. Je pense que les gouvernants ne veulent pas de ce processus pour qu'ils continuent encore de gouverner et ils ont affaire à des sujets qu'à des citoyens. Mais dans nos pays d'origine, c'est sûr, c'est sûr. Même ici, les libéraux, ici le NDP, toute la gauche, ils veulent garder les musulmans dans un coquille. Ils vont pas les éduquer, ils vont pas les ramener dans le processus de la vie civile. Ils veulent juste avoir leur vote en batch. Et le temps qu'ils restent, je m'excuse, idiots, imbéciles, en batch, qui voient leur vie qu'aller prier, travailler, de faire ci, ça, ils vont avoir leur vote en batch. Alors, même en Occident, c'est comme ça. Comment on s'attend que dans nos pays, ça soit pas comme ça? Mais maintenant, ce que je vois, je dis toujours, l'Iran a été le premier pays musulman qui a créé un État islamiste modernisé. Pourquoi modernisé? Parce que avant la révolution en Iran, aucun État, même si il y avait des pays comme les Ottomans qui avaient des États islamiques, mais ils n'avaient pas des structures et des institutions dans les normes occidentales. Alors, le danger avec l'islamisme en Iran, c'est qu'il a pris il a pris les normes, il a pris les formes des institutions, la bureaucratie occidentale et il l'a adapté avec les principes de charia, ce qui fait une art redoutable. Vous comprenez? C'est un modèle super dangereux parce qu'il est très bien adapté. Alors voilà pourquoi les Occidentaux, quand ils voyagent en Iran, quand ils sont aux Nations Unies, ils regardent tout à sa place. Parce qu'ils savent comment, au niveau médiatique, au niveau diplomatique, politique, se présenter, mais à l'intérieur, il reste les mêmes principes de barbarie. Vous comprenez? Alors, en Iran, on était le premier pays qu'on est arrivé à ce point-là. Et là, à notre prophétie aujourd'hui, on va être le premier pays musulman qu'on va mettre l'islamisme, ça veut dire la religion politique, l'islam politique dans la poubelle et ça va être par la laïcité. On va être le premier pays en Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que on a tout vu avec ce qui fait l'islamisme. Ce que nos parents, dans les manifestations dans le temps de Shah, ils demandaient c'était un État islamique. Ils l'ont vu la conséquence. Nous avons vu la conséquence. Alors, ça nous a fait beaucoup mal.
Maintenant, le peuple iranien, les jeunes Iraniens, ils savent, OK, la religion, c'est bon. La pratique religieuse, tu crois à ça, tu crois, garde ça pour toi, pour ta maison, pour tes rituels de groupe, mais ça ne rentre pas dans l'administration publique. Et des fois, Heureusement, chez nous, juste pour mettre une parenthèse, heureusement, chez nous, en 92, justement, on a échappé à l'instauration d'un État dur, islamique, une dictature religieuse. Donc, on a échappé, même si actuellement, il y a une autre forme d'autoritarisme qui s'est installée. Mais je pense que justement, c'est un processus et on pourrait y arriver, bien sûr, avec la contribution de tout le monde. absolument, surtout le partage des expériences. De ne pas, c'est pour ça que je suis étonnée des politiciens québécois. Ils s'attendent quoi? Ils veulent vivre la même chose que, par exemple, la France. Le partage d'expériences et d'en parler, c'est à nous aussi de le partager avec notre société d'accueil. Parce que j'ai l'impression des fois qu'au moins au Québec, les gens, ils ont vraiment peur d'être étiquetés islamophobes. Vous comprenez? Alors, Merci, nous, merci Mondana. Je pense qu'on est oui, arrivé à terme. oui, Sinon, oui, on pourra discuter des heures et des heures. oui, Moi et mon ami, mon collègue Kamel Lamari, on a l'habitude de faire beaucoup d'analyses sur des événements qui se passent non seulement chez nous, mais un peu partout dans le monde. Et on a l'habitude de terminer toujours notre analyse par une question, quels sont les enseignements à tirer de l'analyse? Maintenant, je laisse la dernière question à poser à Kamel Amari. Kamel, quels sont les enseignements à tirer des réponses de Madame Mondana Javan par rapport à tout ce qu'on lui a posé comme question? Moi, personnellement, ce qui est intéressant, déjà, c'est de notre d'espoir, déjà, le fait de vouloir avoir le courage de déclarer que l'Iran va être le premier pays musulman à être laïque. Là, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que si la dictature religieuse en Iran va tomber, il y aura pas mal d'autres dictatures religieuses qui vont tomber. En même temps, c'est une manière un petit peu d'éveiller d'autres peuples, d'autres États de comprendre qu'il n'y a que l'issue de la laïcité, séparer la religion des politiques, la sécurisation de la société, développer l'éducation qui pourrait mener justement des États vers le développement. Et la preuve, c'est juste pour relier à l'actualité, pour moi, la guerre entre la suprématie de l'Israël sur Hamas ou sur le monde arabe d'une manière générale, dit arabe, c'est tout simplement la primauté du savoir et de la science qui gagne devant justement l'investissement dans la religion. C'est-à-dire, le, le, je pourrais dire, Hamas justement incarne cette idéologie et cet état d'esprit des dictatures militaires et religieuses. Et de l'autre côté, même si nous avons affaire à un État colonisateur, à un État, mais aussi un État fort sur un plan militaire. Il a investi dans le savoir. Et donc, c'est ça la véritable problématique. À mon avis, cette guerre-là devrait être une leçon pour tous les États pour qu'ils arrêtent leur connerie d'islamisation et d'arabisation et de prôner la voie juste qui est l'investissement dans le savoir, dans la recherche. Et c'est là la véritable question passe par la laïcité de l'État et la sécularisation de la société. C'est la seule voie pour pouvoir justement faire sortir ces peuples de l'ignorance sacrée, pour reprendre l'expression de Mohamed Harkoun. Merci, merci mon collègue Kemal Amari. Merci beaucoup, beaucoup Mandana Javan pour le temps que vous êtes donné pour répondre à nos questions. C'était très, très instructif. Donc, vous avez fait deux prédictions, en fait, pas une seule, Kemal. Elle a fait la prédiction comme quoi l'Iran va être le premier pays musulman qui va devenir laïque, mais aussi elle a dit comme quoi, même si le séparatisme québécois au Canada comment dirais-je, de plus en plus il devient faible, mais par contre il peut revenir en force par la donne islamique que le fédéral ne tient pas en compte, ou d'autres provinces canadiennes ne prennent pas trop au sérieux
contrairement à la province de Québec. Voilà les deux prédictions qu'on peut tirer de cette interview avec Mandana Javan. Merci beaucoup, Mandana. Merci. Grand plaisir. Merci de m'accorder ce temps. تنميرتك كمالكيتش. تلميذ رشيد تلميذ يمسا موندانا سناني ويل كان ديتولان TQ5 au service des débats de fond. Parce qu'il y a des questions de fond, on doit les aborder pour s'éloigner de la politique du spectacle. Moi, personnellement, je suis un militant pour y aller aborder les questions de fond et les questions qui fâchent. Parce que sinon, on n'est plus dans la conscientisation, on est plus dans la propagande de la manipulation. On doit dire la vérité aux téléspectateurs. C'est une question de temps. Pour reprendre l'expression de Jaoud, on va gagner parce qu'on a raison. Et on va gagner. Merci Kamal. Là, كدنا تيكي 5 تيلي صغير نتللي ولاش النوض زيت نوض قبل سريد غير تيلاوث اني لان تيلاوث كمال كيد نساتا كانا سمات كنوين كنتي دي قيمتنا ودينا قيمات ذي ثالويث